Atomistique et liaison chimique. Pauling Linus, en 1917, à l'occasion de son entrée à la faculté d'agronomie, Oregon Agricultural College, a dû rentrer en conflit, désobéir à sa mère, qui a voulu qu'il arrête ses études, parce que, selon elle, les livres font perdre beaucoup d'argent et empêchent de devenir riche. Par cette célèbre phrase, « Mère, je veux apprendre », il a dû désobéir à sa mère et poursuivre ses études. Cette petite anecdote souligne le fait que le succès, la réussite en apprentissage n'appartient exclusivement qu'à l'apprenant. Pauling, en 1925, après sa thèse, s'est engagé en Europe à étudier la structure de l'atome et la liaison chimique. C'est en cela que nous introduisons chaque fois notre cours par un rappel de sa biographie. En partie 3, nous allons voir la transition électronique. Notion de spectroscopie. Le rayonnement électromagnétique dans la lumière est un exemple. Dans le vide, la valeur de cette vitesse est de 3×10⁸ mètres par seconde. Deuxième caractéristique, par une fréquence nue qui quantifie le nombre de vibrations, le nombre de phénomènes, n'est-ce pas? Une fréquence est le nombre de phénomènes par unité de temps. Donc, la fréquence nue des ondes électromagnétiques présente le nombre de vibrations par unité de temps qu'est la seconde. Troisième caractéristique, la longueur d'onde lambda, qui est la distance parcourue par cette vibration. Donc, quand on a une vibration comme ça, la distance parcourue est lambda. Donc, voici les 3 caractéristiques d'une onde électromagnétique, je rappelle. Vitesse de propagation, fréquence nue et longueur d'onde lambda. Alors, dans le vide, la vitesse de propagation de toutes les ondes électromagnétiques est toujours égale à C, 3×10⁸8, donc constante. Alors, ce diagramme nous présente en rouge les longueurs d'onde pour les ondes électromagnétiques et en bleu la fréquence. Donc, nous avons vu que l'un était l'inverse de l'autre. Donc, forcément, ça évolue en sens inverse. Et cette bande colorée représente ce qui est visible. Donc, ce qui est perceptible au capteur, n'est-ce pas, de l'œil humain. L'œil humain est donc un capteur sensible au rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde se situe grossièrement entre 400 et 800 nanomètres. Donc, dans cette bande-là. Ici, c'est l'échelle des longueurs d'onde. Alors, parlons donc de transition électronique ou spectre atomique. Alors, les échanges d'énergie entre matière et le rayonnement sont de 2 sortes. Il y a l'émission, donc qui est manifestée par les différentes sources de lumière telles que le soleil, les antennes radio et antennes de télévision.
qui émettent donc des ondes hertziennes. Il y a l'absorption qui est manifestée par l'échauffement d'une matière qui reçoit, n'est-ce pas, des rayons du soleil. Il y a le phénomène de couleur, le fait que l'œil perçoive les couleurs rouge, bleu, etc. est une manifestation de l'absorption et donc de la retransmission d'une certaine longueur d'onde. Manifeste de ces différentes couleurs. Alors, le spectre continu et discontinu. La lumière solaire, comme ça se manifeste avec l'arc-en-ciel, présente un spectre continu, allant de l'ultraviolet à l'infrarouge. Et entre les deux, nous avons le visible, perceptible à l'œil. La théorie des quanta. Quanta donc pluriel de quantum. Alors cette théorie ne peut être échangée entre la matière et le rayonnement de manière continue, ni par quantité aussi petite que l'on veut. Non, c'est des quantités bien définies. Ces échanges, qu'il s'agisse d'absorption ou d'émission du rayonnement, ne peuvent avoir lieu que par multiples entiers de quantités minimales d'énergie. On appelle cette petite quantité minimale d'énergie, cette petite quantité s'appelle donc le quantum d'énergie. Alors, en d'autres termes, on peut dire donc que comme la matière, on l'avait vu avec les différentes théories qu'on avait évoquées à partir de Dalton, que la matière était discontinue, on voit aussi ici que l'énergie est discontinue. Donc un rayonnement électromagnétique peut être décrit comme une onde ou comme un flux de particules, ces particules étant donc les photons. Donc un quantum d'énergie, ce paquet d'énergie unitaire, a pour quantité H nu en joule. Quand un atome absorbe un rayonnement de fréquence nu, son énergie, évidemment, ne peut qu'augmenter. Il absorbe, donc son énergie augmente. Mais quand un atome émet, c'est-à-dire restitue donc un rayonnement de fréquence nue, il perd. En restituant, on perd bien sûr une quantité d'énergie égale à H nu. Il absorbe H nu. Quand il absorbe un rayonnement, il perd H nu quand il émet un rayonnement. Les spectres atomiques. Les spectres obtenus à partir des rayonnements provoqués par sont des spectres de Ray. Donc, ces rayonnements qui sont provoqués soit par un bombardement de photons, une excitation électrique. Donc, la restitution donne des spectres de Ray. Ces spectres comportent un ensemble de fréquences caractéristiques de chaque élément. Donc, chaque élément chimique a ses spectres propres à lui. Spectre de l'atome d'hydrogène. Lorsqu'il y a saut quantique, dans un sens ou dans l'autre,
C'est-à-dire, dans le sens, nous sommes ici par exemple le noyau, l'électron et les différentes couches là. Lorsqu'un électron bondit de là à là, ou lorsqu'un électron quitte de cette couche à une autre, donc dans un sens comme dans l'autre, l'énergie de l'électron varie d'une quantité, delta E, qui est égale à la valeur absolue de l'énergie finale moins l'énergie initiale, est égale à H nu. On aurait pu enlever les barres de valeur absolue puisque H est positif et la fréquence est une grandeur positive. Donc, si l'énergie finale est supérieure à l'énergie initiale, il y a donc absorption d'un rayonnement électromagnétique et donc c'est une quantité positive. Mais si l'énergie finale est inférieure à l'énergie initiale, il y a donc émission. Donc c'est une grandeur algébriquement négative. On retient donc que les différents sauts ou transitions, ces différents sauts sont appelés transitions. De là à là, c'est une transition, ou de là à là, c'est une transition, de là à là, c'est une transition. Ces différents sauts ou transitions permettent d'obtenir une série de raies constituant donc le spectre de raies de l'atome, comme le montre la figure. Alors, qu'on parte de n'importe quel niveau et qu'on atterrisse sur le niveau n égale à 1, on a la série de Lyman. De n'importe quel niveau et atterrir sur le niveau n égale à 2, on a la série de Balmer. Et de n'importe quel niveau au niveau n égale à 3, c'est la série de Paschen, bracket pour 4 et Pfund pour 5. Donc là, ce sont des niveaux n final. Donc voici les différentes séries de raies spectrales. Nombre d'ondes, mu bar égale à sigma. D'après la théorie des quanta, on a, lors d'une transition électronique, H nu égale à l'énergie initiale moins l'énergie finale. En valeur absolue. Alors, En est égal, on rappelle, l'énergie de l'atome d'hydrogène, l'électron étant dans son état fondamental, multiplié par la charge du proton, n'est-ce pas, la charge du noyau au carré sur n au carré. Donc là, c'est l'énergie d'un hydrogénoïde. Donc contenant donc sur son orbite un seul électron et ayant un noyau de charge quelconque. Donc qui est égal à moins 13,6, donc la charge, l'énergie de l'atome d'hydrogène, n'est-ce pas, au repos, multiplié par Z carré sur N carré en électrons volts. Ça, c'est juste un rappel, on l'avait vu précédemment. Alors, pour une émission, E initial est supérieur à E final. On a le noyau là, on a les différents niveaux N. Alors, pour une émission, il faut que l'énergie initiale à un niveau N élevé soit supérieure à l'énergie finale. Donc, il faut que l'électron migre vers un niveau inférieur pour émettre de l'énergie. Donc, E final inférieur à E initial inférieur à E final. Donc, delta E est inférieur à 0 par conséquent, puisque delta E égale à E final
moins E initial. Donc, ce que nous avons ici, E final moins E initial, ce qui donne EH entre parenthèses 1 sur NF carré moins 1 sur NI carré, qui est donc égal à moins H nu. En cas d'absorption plutôt, là, le système reçoit de l'énergie, donc et la variation de l'énergie est positive. L'ionisation, par exemple, est obtenue à partir d'une absorption d'énergie. On bombarde le système jusqu'à exciter l'électron pour le mettre, n'est-ce pas, sur un niveau N infini. Donc, du coup, l'énergie d'ionisation de l'hydrogène, c'est l'opposé, l'énergie minimale qu'il faut communiquer à l'atome d'hydrogène pour l'ioniser, n'est-ce pas, c'est l'opposé de l'énergie de l'hydrogène à l'état fondamental. L'énergie de l'hydrogène à l'état fondamental étant moins 13,6, donc son opposé c'est plus 13,6 électronvolts. Alors, donc, il y a un signe moins qui manque ici. Moins E1H. Donc, l'énergie d'ionisation. Alors, ici, NF est égal à l'infini, de sorte que 1 sur NF égale à 0. Donc, on aura finalement E1H multiplié par moins 1 sur NI carré. Voilà. Ce qui donne moins E1H. Moins E1H, n'est-ce pas, sur NI carré. Alors, donc NI carré étant égal à 1, puisque le niveau initial c'est le niveau de l'état fondamental, donc niveau N égal à 1. Donc du coup, on a moins E1H qui est ici. Voilà, on avait omis le signe moins que je mets là. Bien, donc finalement, nous avons cette expression delta E égale à moins H nu. Et alors et on a EI, l'ionisation, l'énergie minimale pour ioniser l'atome d'hydrogène, c'est égal à E0, égal à plus 13,6, la moins E1H. Alors, ce qui donne H nu égale à, si H nu égale à finalement moins E1H de ça, donc moins E1H c'est bien E0, le moins qui ici passe par là, donc moins E1H c'est bien E0, donc H nu est finalement égal à E0, facteur de 1 sur NF carré moins 1 sur NI carré. Et donc, puisque nu qui est là est égal à C sur lambda, et que sigma égale à 1 sur lambda, donc c'est comme si nu était égal à C sigma. Donc, alors, on a H nu, ça veut dire H C sigma égale à E0, facteur de la grandeur entre parenthèses ici. Voilà. Donc, du coup, sigma sera égal à, je remonte ici, sigma sera égal à donc E0 sur
CH. Donc, facteur de la quantité entre parenthèses, donc cette quantité-là. Ce qui est donné ici, E0 sur CH, ce qui est donné ici, voilà. E0 sur CH, facteur de la quantité entre parenthèses. 1 sur NF carré moins 1 sur NI carré. Donc, sigma, E0 sur CH est appelé la constante de Rydberg pour l'atome d'hydrogène. C'est pour ça qu'on met un H en indice pour le rappeler. Alors donc on a ici la formule de Balmer qui donne sigma égale à RH pour l'hydrogène, 1 sur NF carré moins 1 sur NI carré. C'est la formule de Balmer. Ça aussi, c'est à retenir. Alors, donc, nous avons la formule de Balmer ici pour l'atome d'hydrogène. Pour l'atome polyélectronique, un hydrogénoïde, nous avons sigma égale à Rx. La constante de Rydberg, donc, est pour l'hydrogénide, c'est l'atome polyélectronique, n'est-ce pas, réduit à un électron, donc considéré comme un hydrogénoïde. Alors donc, l'atome polyélectronique X, donc ayant pour Z supérieur à 1 forcément. Donc on remplace finalement le RH par Rx pour l'atome X. Et puisque cet atome contient plusieurs protons, on aura donc un Z au carré. Quand c'était un hydrogène, Z étant égal à 1, on avait RH simplement. Donc, pour un atome quelconque, on a sigma égale Rx multiplié par la quantité en parenthèse qui est égale à Z carré RH. Donc Rx égale à Z carré RH. Donc la constante de Rydberg pour un atome quelconque est égale à Z, étant donc le nombre de protons, n'est-ce pas, de cet atome quelconque multiplié par la constante de Rydberg de l'hydrogène. Alors, on rappelle que nu est égal à la fréquence exprimée en Hertz. Sigma est le nombre d'ondes exprimé donc en mètre moins 1. Et lambda est la longueur d'onde qui s'exprime en nanomètres ou en angstrom. Un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres, on le rappelle. Bien. Alors, ayant fini cette partie sur les transitions électroniques, nous allons l'illustrer par un fait courant dans le quotidien à travers cette courte vidéo. La phosphorescence, c'est par exemple ces stickers qu'on met dans les chambres d'enfants et qui continuent à diffuser une lumière verdâtre dans le noir. Ou encore les aiguilles des montres ou des pendules qui restent visibles dans le noir. Par contre, un matériau fluorescent n'émet pas de lumière dans le noir. Mais quand on l'éclaire, il émet une couleur très vive qui semble sans rapport avec l'éclairage. Et c'est bien le cas, car si on l'éclaire avec une source de lumière ultraviolette, appelée aussi lumière noire, la couleur devient encore plus vive. Comme par exemple pour les textes écrits avec des feutres fluo. Et aussi les dents naturellement fluorescentes,
et les vêtements blancs grâce aux agents de blanchiment incorporés dans les lessives. En fait, dans la plupart des cas, c'est bien plus spectaculaire, car l'objet n'est pas fluorescent sous un éclairage normal. Et seule une lampe UV permet de voir la fluorescence. C'est le cas par exemple des marquages de sécurité des cartes de crédit ou des billets de banque, ou encore des pierres naturellement fluorescentes. Phosphorescence et fluorescence semblent donc vraiment très différentes. Pourtant, quand on y regarde de plus près, les deux phénomènes sont en fait quasiment identiques. Dans les deux cas, il faut éclairer le matériau, et dans les deux cas, le matériau réémet une lumière d'une couleur différente. La seule différence, c'est que dans le cas de la phosphorescence, le matériau continue d'émettre de la lumière si on arrête de l'éclairer. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord se souvenir que la lumière, c'est de l'énergie. La lumière est composée de petits grains d'énergie qu'on appelle des photons. Et l'énergie d'un photon dépend de sa couleur ou longueur d'onde. Si l'on suit les couleurs de l'arc-en-ciel, les photons sont de moins en moins énergétiques quand on se déplace du violet vers le rouge. Par exemple, le rouge est 2 fois moins énergétique que le violet. La matière est constituée d'atomes, et quand un matériau émet de la lumière, ce sont donc ces atomes qui émettent des photons. Quand un atome émet un photon, il dépense de l'énergie, et cette énergie, il faut la lui fournir. En général, on la lui fournit via l'électricité. Mais dans le cas de la phosphorescence et de la fluorescence, on fournit l'énergie sous forme de lumière. Un atome qui absorbe l'énergie d'un photon vert peut réémettre un photon vert. S'il perd un peu d'énergie en cours de route, il peut réémettre un photon jaune ou rouge, car ces photons sont moins énergétiques qu'un photon vert. Mais un atome qui absorbe un photon vert ne pourra jamais réémettre un photon bleu ou violet. Il ne possède pas assez d'énergie pour cela. Par contre, un atome qui absorbe un photon ultraviolet pourra réémettre un photon de n'importe quelle couleur visible à l'œil, puisque ces couleurs sont moins énergétiques que l'ultraviolet. Ces mécanismes sont liés aux propriétés quantiques du matériau. Ces propriétés découlent directement de la structure microscopique du matériau, en particulier la structure des atomes qui le composent. Elles nous disent notamment qu'il s'écoule du temps entre l'absorption de la lumière et sa réémission. Ce temps peut être très variable, depuis le millionième de seconde jusqu'à plusieurs heures. Eh bien, pour les matériaux fluorescents, ce temps est très court. Quand on coupe la lumière, les atomes émettent l'énergie qu'ils ont stockée en quelques millionièmes de seconde. Et donc, à notre échelle, ils sont inertes dès que la lumière est éteinte. Au contraire, pour les matériaux phosphorescents, ce temps est de plusieurs minutes et même plusieurs heures pour certains. Et donc, quand on coupe la lumière, il continue à émettre de la lumière pendant tout ce temps. Les propriétés quantiques du matériau nous disent aussi que la couleur de la lumière réémise dépend du matériau. Elles imposent notamment qu'un matériau ne peut pas absorber ou émettre une lumière de n'importe quelle couleur. C'est donc la structure du matériau qui détermine la couleur de la fluorescence. En mélangeant plusieurs pigments fluorescents, on obtient plusieurs couleurs, qui, en se combinant, donnent l'impression d'une lumière blanche. Eh bien, c'est le principe des tubes fluorescents et des lampes fluo compactes. Ici, l'électricité sert à exciter un gaz qui produit de la lumière ultraviolette, qui est ensuite convertie en lumière visible par les pigments fluorescents déposés à la surface du tube. Enfin, on ne peut pas parler de fluorescence sans évoquer la célèbre méduse Echorea victoria. Comme un tube fluorescent, cette méduse émet naturellement des ultraviolets par bioluminescence. Ces UV sont interceptés par sa protéine fluorescente verte, qui réémet par fluorescence une lumière verte. Le gène de cette protéine, incorporé dans d'autres protéines, a permis notamment de faire des progrès considérables dans notre compréhension de certains processus biologiques. Sa découverte et le développement des applications ont d'ailleurs valu à leurs auteurs le prix Nobel de chimie en 2008. Bien.
Donc, merci. La prochaine, la dualité onde-particule. À bientôt. Au revoir.